Bonjour, bienvenue dans votre destination montagne. Les accros des premières neiges l'auront reconnu, nous sommes aujourd'hui sur le glacier de Tignes qui a ouvert ses portes il y a quelques jours à peine. Aujourd'hui nous allons parler protection de la nature, randonnée, préparation de la saison, sans oublier les incontournables, matériel et web, et ça commence tout de suite. On débute cette émission avec une idée sortie pour le week-end. Besoin de s'oxygéner? Eh bien, nous sommes là pour vous. Il s'agit du topo de la semaine. C'est en Vanoise que ça se passe. Et cette semaine encore, je vous ai trouvé un itinéraire 4 saisons aussi faisable à pied que en ski. Et pour cela, direction juste de l'autre côté de la Grande Casse, la Grande Aiguille Rouge par sa face sud, culminant à 3482 mètres. Une montagne magnifique et importante car elle sépare la Maurienne de la Tarentaise. Si sa face nord est réservée aux alpinistes, sa face sud et son arête méridionale est très accessible à pied. Aucun balisage sur cet itinéraire et même si le chemin est carrossable au début, la pente finit très raide sur la fin. Et pour commencer, direction Bonneval-sur-Arc, puis le petit hameau de l'Écho dans la montée du col de l'Iseran. De là, une piste carrossable suivant la rive droite de l'Arc par direction nord-est. Suivre ce sentier jusqu'au hameau de la Tuilière, prenant à gauche le sentier qui s'élève plein nord dans les alpages. Poursuivre l'ascension jusqu'à Plan-Sec, où le sentier rejoint le GRP Tour de Haute-Maurienne vers l'altitude de 2700 mètres. C'est alors qu'il faut rester attentif, viser une sente discrète partant vers la droite, nord-nord-est. D'abord en pente douce, cette sente longe les éboulis de Louille de la Gontière. Une montée plus soutenue permet ensuite de franchir une première rangée de barres rocheuses par un couloir herbeux et terreux. Après une traversée à altitude constante, le départ d'une trace très discrète au pied des barres rocheuses permet la montée au sommet. Gravir une dernière petite pente pour arriver au sommet de la petite aiguille rousse avant de continuer sur sa grande sœur, surmontée d'une croix rouillée et qui bénéficie d'une vue avantageuse sur le secteur du Carreau ainsi qu'une vue plongeante sur la face nord et les sources de l'Isère. Et vous le savez, le territoire de Vanoise et son parc national ont à cœur de préserver et de protéger la faune et la flore locale. D'ailleurs, à ce sujet, on n'arrête pas le progrès puisque désormais ce sont des drones qui vont assurer les missions de terrain, notamment pour sécuriser les lignes électriques. Cela fait déjà plus de 10 ans que petit à petit, les lignes haute tension des zones considérées comme sensibles s'équipent de curieux apparats. Le but, rendre ces structures visibles pour la faune sauvage et ainsi réduire le risque de percussion et d'électrocution notamment pour le gypaète barbu, plus grand rapace des Alpes dont l'un des sites de nidification se trouve à proximité. Un petit, on peut difficilement accepter qu'en heurtant un pylône, on perde une partie de l'espèce. En Vanoise, on a 5 couples maintenant. Ça fait un petit tous les 3 ans qui arrive à maturité, donc c'est important. Et si on peut aider à préserver et à protéger, à faire un peu de prévention en amont, et ben, c'est gagné. Pour vivre, aujourd'hui, on a besoin d'électricité, donc on a besoin de notre pylône électrique, on a besoin des remontées mécaniques, et on est aussi content d'être dans un milieu comme celui qui est autour de nous, avec des belles montagnes, avec des lacs, avec aussi des animaux qui la peuplent. Et ben, le rôle du parc, c'est pas que de protéger, c'est de trouver un consensus pour que tout le monde arrive de façon harmonieuse à vivre ensemble. Là, on est là-dedans. Des tiges dissuasives ont donc été posées sur l'un des pylônes, mais la vraie nouveauté reste l'utilisation du drone pour poser les balises Firefly, une petite révolution qui permet ainsi de gagner en efficacité et en sécurité. Ça fait pas mal d'années qu'on essaie de trouver les
secteur sur lequel il faut agir en priorité. C'est un travail qu'on fait en partenariat bien sûr avec Aster, avec la LPO, donc à eux de nous dire à quels endroits est-ce qu'il est plus pertinent d'intervenir, à nous de trouver les bonnes solutions. Donc les solutions classiques, c'est intervenir à partir d'une nacelle, poser des équipements sous forme de travaux sous tension. Mettre une nacelle, ça veut juste dire être à proximité quand même du support et de la ligne. Encore une fois, quand on est au-dessus d'un cours d'eau, on ne peut pas le faire. Et donc, on essaye de recourir à des technologies nouvelles, en l'occurrence le drone, pour faire à la place de l'homme un travail qui est un travail en milieu hostile ou en tout cas en milieu difficile. Et pour assurer l'opération, il a fallu faire appel au savoir-faire slovaque et suédois, leaders dans cette économie très spécifique. Un exercice qui prouve bien que technologie et environnement peuvent faire cause commune et qui va peut-être bien donner des idées à d'autres zones protégées du territoire français. Derrière moi, vous pouvez apercevoir le travail des hommes de l'ombre qui s'affairent depuis près de 10 semaines déjà pour remplacer le câble de la télécabine de la Grande Motte ici à Tignes. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que tout de suite, c'est l'heure de la Minute Motos. Encore un joli conte de fées pour le financement participatif avec cette lanterne de bivouac puissante totalisant près de 8 heures de charge. Grâce à plus de 4800 contributeurs, cet appareil conçu par la société BioLite sera disponible à l'achat en ligne à partir du mois de novembre. Son poids est de 648 grammes, elle a une puissance de 500 lumens, ce qui est plutôt pas mal, et son vrai plus, me direz-vous, tient dans sa connectivité. Elle a 4 ports USB pour charger tous vos appareils, et grâce à une appli, votre smartphone la pilote en Bluetooth et vous permet de régler sa puissance, sa colorimétrie, ainsi que l'heure inévitable de votre réveil pour retourner au boulot le lundi matin après votre week-end en montagne. On sera complet en vous disant que son prix est annoncé à moins de 120 €. Nous sommes redescendus à Tignes-Val-Claret, en bas du funiculaire, avec Nicolas Provandi qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes le directeur de la STGM et c'est vrai que la saison a commencé, même si concrètement cet été, ou comme toutes les autres années, à Tignes ça n'arrête jamais vraiment. Tignes est assez particulier dans le sens où on exploite 40 semaines par an. C'est à peu près 40% de plus qu'une station classique. Et on ouvre traditionnellement la saison d'hiver le premier week-end d'octobre, effectivement. Et vous êtes la capitale du ski d'été également, ouverte jusqu'à mi-août. Ça a dû être un petit peu, pas tendu, mais en tout cas assez sport pour faire rentrer tous les entretiens des remontées mécaniques, notamment, on l'a vu il y a quelques minutes, avec ce changement de câble de la Grande Motte. Oui, on a toujours un planning qui est millimétré entre l'exploitation d'été, l'exploitation d'hiver qui est assez longue, et l'entretien de notre parc, des remontées mécaniques. C'est un planning effectivement assez tendu, qui est très météo dépendant. On est quand même en altitude, avec des installations à plus de 3000 mètres à Tignes. Donc il faut un vrai savoir-faire, des équipes très compétentes pour arriver à mener à bien toutes ces tâches. Aujourd'hui, le glacier il est ouvert. On peut dire que la station roule à 100%, ou il y a encore quelques petites, on le voit derrière nous, quelques tests qui sont en train d'être faits. Alors on est encore en phase, on est plus vraiment en phase de démarrage, puisqu'on accueille déjà des clients. Pour autant, tout le domaine n'est pas encore ouvert. L'ouverture de Tignes-Val d'Isère se situera le dernier week-end de novembre, et là on sera vraiment à plein régime. Beaucoup de personnes qui font marcher justement tout ce côté de l'ombre des remontées mécaniques. Près de 200, à peu près 200 salariés saisonniers. Alors au total, on est 280 salariés sur la STGM, avec effectivement pratiquement 200 saisonniers qu'on accueille chaque début de saison, avec les formations qui vont avec notamment. On a la chance d'avoir beaucoup de gens qui reviennent d'une année sur l'autre, et donc une vraie expertise de ces gens-là qui nous permettent de faire tourner l'ensemble du parc et d'accueillir tous les clients.
concrètement aujourd'hui, tous ces gens, ils sont déjà sur site, ils sont déjà trouvés, formés? Alors ils sont déjà, pas forcément sur site, mais ils sont déjà trouvés. En général, ils nous confirment leur retour autour de la mi-septembre, ce qui nous permet de planifier les intégrations, les formations avant l'ouverture, comme je disais, à plein régime fin novembre. En tout cas, déjà, même si ce n'est pas encore le plein régime, vous êtes lancé. On est lancé, oui, tout à fait. Oui. Signe, il y a une tradition d'ouverture du ski, en tout cas d'ouverture de la saison d'hiver. C'est vrai que le premier week-end d'octobre, chaque année, quelles que soient les conditions météo, quelles que soient les conditions, à part on a des conditions de tempête, parce que le site d'ouverture est quand même à 3000 mètres d'altitude, mais on tient cette ouverture, notamment pour les équipes sportives et tous les clubs des sports, qui accueillent des jeunes, c'est une ouverture importante parce que c'est le début de l'entraînement de la saison d'hiver. Merci beaucoup Nicolas pour toutes ces précisions. Merci à vous. Voilà, Destination Montagne est maintenant terminée. On se quitte comme à chaque fois avec les plus belles images du web. Et nous on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prudence en montagne. Yeah! Oh shit. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas le making-of du prochain opus de la Reine des Neiges que Manu a trouvé sur la toile cette semaine, mais un portrait passionnant de Bollenander, spéléologue suédois de 70 ans spécialisé dans la cartographie magnétique. And then it took many years until I was here the next time. It was rather funny because I was 33 when I found this entrance. I was free diving there in that expedition in 1979. And when I had been diving with cave diving equipment for the first time in that place, I was double up, 66 years. It was a fantastic feeling, and it was so beautiful. And I was so thankful to my friends that they have talked to me, you shall dive there, you shall dive there. I built my first direction finding receiver in 1959. For the cave, I have made waterproof equipment that send a vertical magnetic pulsating field to the surface. I am on the surface with a direction finding receiver to see the direction of the magnetic field. When I find a point on the surface where the magnetic field is vertical, then I'm just right above the point in the cave. Pour finir la semaine, on vous livre un extrait du teaser de la prochaine édition du French Riviera Highline Meeting, probablement le plus grand festival d'Europe de slackline. Il aura lieu à Saint-Jeannet dans les Alpes-Maritimes, le plus haut site pour ce sport dans ce département. C'est très bientôt, entre le 20 et le 30 octobre, les plus grands slackliners se déplacent des 4 coins du globe pour cet événement. Précipitez-vous. Destination Montagne vous dit à la semaine prochaine, retrouvez-nous sur notre page Facebook et le replay de 8 Mont Blanc. À bientôt. We watch the fireworks from miles away. Day turns to stars.